eh bien, il y aura une partie peut-être avec quelques pauses. Je réfléchirai parce que le format de la peur est quelque chose de particulièrement intéressant sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire et en même temps, ça passe beaucoup par de l'expérience personnelle, du ressenti. On n'aura pas forcément tous les mêmes peurs, pas tous au même moment, pas à la même intensité et c'est, un sujet sur lequel c'est beaucoup plus simple d'avoir un retour direct de la personne donc je peux m'exprimer dessus, je peux souligner les éléments, je peux laisser aussi quelques petits temps, par exemple, dans le stream, faire une pause de 2 à 5 minutes, afin de vous permettre de creuser, sur, votre propre peur, sur la peur sur laquelle vous avez envie de bosser, de réfléchir et à partir de là, faire une petite expérience, avec vous sur, le traitement de votre propre peur. Je pense que ça viendra et j'essaierai de faire, au mieux pour que ça soit pertinent. Alors le sujet de ce soir, avant d'aborder la peur, notamment de la manière de la communication non violente, ça va être de définir un peu ce qu'est la communication non violente. J'essaierai d'ailleurs au maximum de lire un peu ce qui se dit dans le chat parce que la fois dernière j'ai quasiment pas lu avant la fin et en fin de compte il y aurait peut-être eu des moments où ça aurait pu être pertinent donc j'essaierai je pense à 2 ou 3 endroits de faire des pauses pour laisser une discussion ouverte avec le chat. Alors, que dire? Que avant de pouvoir, travailler sur la communication non violente et son intérêt, l'essentiel c'est de voir en quoi elle se différencie du paradigme actuel, le paradigme dans lequel on évolue et pour cela, je ferai 2 petits rajouts avant de démarrer la séance. La fois dernière, un truc qui me paraissait important à mentionner, mais que j'ai totalement oublié, parce que je suis parti à droite à gauche, c'est que si je fais ce stream, en fait, c'est aussi pour briser un peu l'isolement. J'ai des doutes, j'ai des peurs, je suis pas au-delà de tout ça, je galère encore avec, ça. Je suis pas le seul à galérer avec tout ça et vraiment, à travers, ces vidéos, à travers ces partages et à travers ceux des personnes que j'espère avoir en groupe de parole ou, en interview, eh bien, j'espère aussi briser un peu l'isolement des viewers, que ça puisse résonner avec eux. Il y aura certaines thématiques qui résonneront plus que d'autres, effectivement, mais dans l'idée, c'est de montrer que on est unique, chacun d'entre nous sommes uniques, mais on n'est pas les seuls, à être uniques et tous ceux qui sont là autour de nous ont des problèmes qui sont parfois similaires aux nôtres, qui sont certes différents, mais qui peuvent avoir une certaine résonance et ça peut aider que de se dire: «Ah ouais, en fait, je suis pas seul, quoi». Un besoin d'appartenance, de voir que on n'est pas un ovni qui est le seul à ressentir, à galérer, à avoir des doutes, à se demander ce que je fous là, alors que les autres, ils ont l'air parfaitement confiants et moi j'ai peur, j'hésite. Bah, parfois des personnes peuvent aussi hésiter, mais très bien le masquer, d'autres supprimer leurs émotions et bon, concrètement, un élément que j'essaierai d'en reparler peut-être vers la fin qui m'avait pas mal marqué, c'était du Elfie Gamer, que j'ai vu aujourd'hui et qui traitait, de la toxic masculinity, donc le fait que on impose, à des hommes, heu, un idéal, on le pose en idéal. Tu vois, si tu es un homme, tu dois être comme ça, tu dois être fort, tu dois être sûr de toi, tu dois être confiant. Les sentiments, ouais, on s'en fout un petit peu. Ouais, c'est quelque chose de dur et il interviewait 5 personnes et il dans ces 5 personnes, il y en avait 4 qui étaient plutôt du côté de ceux qui souffraient de ça, et plutôt qui étaient en refus. Ils avaient refusé, cet idéal et par exemple certains cheveux longs, d'autres qui s'étaient retrouvés pas mal brimés ou bullies à l'école et qui avaient, ouais, eu du mal et pour eux, c'était extrêmement négatif cette perception de la masculinité parce que pour eux, ouais, ils associaient masculinité à ceux qui les avaient, torturés à l'école. Bon et enfin, il y avait un cinquième qui lui était plus en cohérence avec cet idéal de la masculinité et ce qu'on en retirait, c'est que lui non plus était pas heureux. Lui non plus n'était pas, c'était pas simple pour lui. Dans le sens où, concrètement, lorsqu'il était, gosse,
sa mère lui a clairement dit que, ouais, si tu veux plaire aux filles, tu dois pas être un gars émotif parce que les filles elles aiment pas ça, elles veulent quelqu'un qui soit sûr, qui soit fort. Et du coup, bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé ses émotions. Il est allé à la salle, il a bossé dur, et en fin de compte, bah de l'extérieur, on se dit ah ça a l'air d'être un gars qui sait ce qu'il fait, qui est sûr de lui, et personne s'intéressait à ce qui était réellement en soi. Et ça a petit à petit dévoré de l'intérieur parce que on s'intéressait à l'idéal qu'il représentait, mais absolument pas à la personne qui était en lui. Et en fin de compte, dans cette équation, des deux côtés, on était perdants. D'un côté, t'avais des gens qui souffraient parce que l'idéal, ils étaient incapables de l'atteindre et ils avaient pas envie de l'atteindre parce que les gens qui ressemblaient à cet idéal les torturaient. Et de l'autre côté, on avait une personne qui ressemblait à cet idéal, mais qui en souffrait parce que on le considérait pour cet idéal et non pour ce qu'il était. Bref. Euh, Tout ça pour dire que dans le paradigme actuel, c'est pas forcément tout à fait rose. Et que l'isolement est quelque chose qui gagne à être brisé. Et pour ensuite clore cette introduction au stream, la fois dernière je cherchais une phrase, je n'arrivais pas du tout à la retrouver. C'était une phrase de Marshall Rosenberg, donc le créateur de la CNV, communication non violente, à propos de l'attitude face aux erreurs. Et il disait: le but de la vie n'est pas d'être parfait. Toute chose qui vaut la peine d'être faite vaut la peine d'être faite, même pauvrement. Et c'est l'idée de ce stream. Je sais pas si ça sera efficace, je sais pas si ça aidera, mais dans l'idée, c'est son intention et pour moi c'est important d'aider, de contribuer et même si c'est pauvrement, bah au moins je l'aurais fait. Voilà. Alors, ensuite, Adelas, qui est avec nous, à un moment m'a mentionné tout à l'heure le fait qu'il était un petit peu surpris que je reparle de communication non violente alors que la fois dernière, bah, j'en avais déjà pas mal parlé. Donc oui, effectivement, ça va être une partie du stream. Aujourd'hui, je vais me focus pas mal sur la communication non violente. La semaine prochaine, ça sera un récapitulatif. Ça sera un cours en traduction globalement de ce qu'a pu faire Healthy Gamer et de son approche du jeu vidéo. Donc j'essaierai d'alterner une semaine communication non violente, une semaine Healthy Gamer. Voilà, il y a pas mal de choses à dire sur la communication non violente et je préfère que ça soit fait par petits morceaux parce que je pourrais faire un stream de, ouais, allez, on va dire 5 heures à la suite et qu'à la fin voilà, vous ayez tous les éléments pour comprendre ce qu'est la communication non violente. Mais au bout de 5 heures de cours, on va pas se mentir, le cerveau est un peu cramé, vous en aurez tenu quoi 10-15% peut-être, et moi de mon côté, j'aurais donné tout mon maximum pour ça, et ça aura pas été particulièrement efficace. Voilà. Donc sur les 5 heures, c'est pas forcément le plus pertinent, et c'est pour ça que je vais essayer de faire des formats d'environ 1 heure 15. Alors, on verra à quel point aussi mon déroulé de séance se fait rapidement. Alors, la communication non violente, c'est une communication qui d'ailleurs, rien que dans son nom, porte pas mal de débats. Par exemple, au Québec, ils appellent ça de la communication consciente. Parce que ça posait la question, lorsqu'on essaie d'apprendre à quelqu'un la communication non violente, il y avait un mécanisme défensif, les gens, mais non, je suis pas du tout violent dans ma communication. C'est pas vrai. Et du coup, plutôt que l'aspect communication non violente, là-bas, ils ont préféré le formuler de manière communication consciente, c'est avoir conscience des mécanismes et des enjeux qui sont présents dans la communication pour la rendre plus efficace, plus pertinente et plus en adéquation avec notre intention en fait. Et c'est donc pour cela que communication non violente, c'est le terme donné par Marshall Rosenberg, mais même lui se posait des questions sur est-ce que c'est la meilleure manière de le formuler. Et la définition qu'il en a donnée de la communication non violente, Marshall Rosenberg, c'est que c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va se focus aujourd'hui et sur l'écart entre notre conditionnement et la manière dont on pourrait vouloir vivre. Ensuite, la seconde chose, c'est acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur. Donc là,
c'est vraiment le sujet de cette chaîne, en fait. C'est permettre d'instruire sur, la capacité à se relier à soi et à l'autre. Et enfin, le troisième élément, c'est acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. Donc avoir des éléments, mais aussi permettre, de structurer une éducation à la communication non violente pour que on ne se retrouve pas à tous devoir réapprendre à la dure cet apprentissage, mais qu'on puisse, eh bien, par exemple enseigner à l'école, avoir des structures qui permettent, cet apprentissage de manière beaucoup plus facile et intuitive. Parce que lorsque pendant 20 ans ou même plus, on a été dressé, par, le la méta actuelle globalement et qu'ensuite on découvre ça, bah, ça peut être agréable, mais il y a quand même eu 20 ans de souffrance qui auraient peut-être pu être réduites, et qui auront laissé des cicatrices dans, bah, dans la personne, quoi. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Le focus, c'est fait. Alors, la CNV, qu'est-ce que c'est à la base? Ça c'est fondé sur un élan du cœur. C'est sur la volonté de voir l'humanité et la bienveillance naturelle de l'autre. Plutôt que de s'imaginer que l'autre est un ennemi et qu'il faut l'affronter, qu'il faut le terrasser ou qu'il peut nous menacer, de se dire lorsque tu le vois: est-ce que c'est un imposteur? Est-ce que c'est un mec qui a essayé de me mettre un coup de couteau dans le dos, de me déchirer? Ou est-ce que c'est un mec en qui je peux avoir confiance, avec lequel je peux avancer? Plutôt que d'être toujours dans ce doute, partir du principe que, bah, chacun d'entre nous, à la base, est un crewmate et quelqu'un qui, veut aider, veut collaborer, veut avancer et à un moment, certains vont se retrouver plus dans une position d'imposteur, si je fais la référence à Among Us, où de par leurs expériences passées, on leur a éduqués, on les a appris à ne plus faire confiance, à se méfier de l'autre et du coup, bah, à attaquer l'autre avant que l'autre ne puisse, t'attaquer et te faire du mal. Donc, on se retrouve dans cette dynamique où, pour éviter que l'autre me fasse du mal et me blesse, bah, je vais essayer de le blesser. Ça, c'est la dynamique actuelle. Et à l'inverse, la communication non violente se base sur l'élan du cœur, la volonté de voir l'humanité et la bienveillance naturelle de l'autre. Une humanité qui est structurée. De base, on est tous, ouais, des crewmates, on est tous ces personnes qui veulent porter quelque chose de bienveillance. Il y a des études qui le montrent, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en soi, ça se base sur la notion d'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est assez obvious, mais en même temps, je vais quand même le préciser, c'est un amour qui ne se base pas sur des conditions. C'est un amour que l'on peut, par exemple, extrêmement facilement ressentir pour des chatons, pour des petits animaux ou même pour des bébés parfois. C'est un amour duquel on n'attend rien. On n'attend pas que l'autre soit gentil avec nous. On n'attend pas qu'il nous donne une bonne note. On n'attend pas qu'il nous rende un service. On n'attend pas qu'il nous renvoie l'ascenseur. Non. C'est juste un amour parce que il y a quelque chose qui résonne en l'autre. On a envie de contribuer à son bien-être. On a envie de l'aider, de l'aimer. Tout simplement de lui offrir notre amour sans condition, sans rien attendre. Et la communication non violente essaie de se oriente vers cet amour plutôt qu'un amour qui est conditionnel. Si t'as des bonnes notes, je t'aimerai. Si t'es sage, alors tu auras mon respect. Si tu fais ci ou si tu fais ça, ou si tu te comportes de cette manière, alors il y aura ça. C'est dommage. Alors que par exemple avec un chaton, il y aura aucune attente, il y aura un amour qui est pur. De l'autre côté, l'amour va être vicié par cette approche. Il faut que tu le mérites, mon amour. Pourquoi? C'est quelque chose qui est dans le paradigme actuel, un paradigme dans lequel on a un triptyque, donc hop, un petit triangle, avec d'un côté on va avoir le jugement bien ou mal. Ce que tu as fait, par exemple, je sais pas, manger le dernier morceau de tarte au chocolat, c'est génial la tarte au chocolat, c'est mal, t'aurais dû en garder, t'aurais dû en laisser. Ah, du coup, dans ce référentiel, c'est mal que d'avoir mangé le dernier morceau de tarte au chocolat. Du coup, vu que c'est mal, bah tu mérites d'être puni. Euh, du coup, soit c'est au coin, soit privé de console. Et ça a généré le fait que de l'autre côté, bah il va se sentir agressé. Ouais, certes, il a mangé sa tarte au chocolat, mais du coup, il se retrouve puni alors qu'il avait faim.
ouais, il a mangé la tarte au chocolat, mais en même temps, il a pas été écouté, il a pas été compris, et on va se retrouver dans un cercle où le gosse qui a mangé la tarte au chocolat va en vouloir à l'autre qui l'a puni, et en fin de compte, il peut y avoir un cercle de violence dans lequel, bah, le gosse va essayer de rendre la vie la plus pourrie possible à l'autre va pas apprécier, va essayer de lui rendre la vie encore plus pourrie, et en fin de compte, on en arrive à une situation perdant-perdant. Pour ceux qui sont familiers avec le dilemme du prisonnier, concrètement, c'est la situation dans laquelle, lorsqu'il n'y a pas de confiance, la situation perdant-perdant est dominante. Voilà. Lorsqu'il y a la confiance d'un seul côté et pas de l'autre, c'est la personne qui n'a pas fait confiance qui sera un peu plus gagnante, tandis que l'autre sera totalement perdante. Et lorsqu'il y a confiance des deux côtés, alors c'est gagnant-gagnant et c'est vraiment très positif. Je referai un petit focus sur le dilemme du prisonnier, c'est extrêmement intéressant comme thématique. Ça a été découvert pendant mes années de marketing, c'est génial. Voilà. Donc effectivement, en CNV, si vous vous intéressez un petit peu à la communication non violente, vous verrez assez facilement une girafe et un chacal. Ce sont les deux principaux éléments de la CNV, les deux métaphores peut-être. Concrètement, la girafe représente l'approche CNV parce que la girafe est un animal qui est grand, qui voit loin, qui a un énorme cœur et qui est relativement posé. C'est un animal qui, certes, n'est pas un prédateur, mais qui est suffisamment costaud, suffisamment grand pour éviter les dangers et en même temps pour les petits, voilà, qui pose à peu près sa stabilité dans le game. À l'inverse, le chacal, ça va être la communication qui est plus la communication que l'on a tous les jours, la communication violente, la communication de notre paradigme actuel, c'est-à-dire bien, mal, punition, récompense, et dans laquelle on a peur de l'autre. Comme on a peur de l'autre, eh ben, on préfère le planter avant qu'il ne nous plante. On préfère se défendre, se venger, et en fin de compte, plutôt nuire que contribuer. Et tout ça, simplement parce qu'au fond de soi, bah, on est terrorisé, on a peur de ce qui pourrait nous arriver, et ce qui fait que, bah, pour essayer de se protéger, pour essayer de prendre soin de soi, bah, la meilleure stratégie qu'on se trouve à ce moment-là, c'est de mettre un coup à l'autre. Certes, à un moment, ça sera peut-être profitable à court terme, effectivement. Là, on arrive encore une fois, dans le dilemme du prisonnier. Alors que l'autre te faisait confiance, tu lui mets un coup de poignard dans le dos, sur le moment, tu seras gagnant parce qu'effectivement l'autre bah, sera en PLS tandis que toi t'auras gagné un petit peu plus de ressources, mais à long terme, bien l'autre ne te fera plus confiance, toi tu ne lui feras pas confiance et en fin de compte, vous finirez tous les deux par vous poignarder et la situation sera perdant-perdant. Alors que si le choix est fait de faire confiance des deux côtés, eh bien ça sera beaucoup plus porteur. Donc le chacal, c'est une girafe qui a peur et qui sait pas forcément comment agir. C'est celle qui est terrorisée et qui se laisse guider par cette peur dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, à partir de là, où est-ce qu'on va Bah, sur encore une fois le fait que c'est pas très porteur, même si tu as obtenu, on va dire, quelques avantages, est-ce que tu préfères les extorquer à une personne des services ou est-ce que tu préfères que celle-ci te les donne de bon cœur? C'est une question qui, pour moi, se répond assez aisément. Je préfère pouvoir faire confiance à la personne et savoir que celle-ci est prête à m'aider sans rien attendre en retour, plutôt que de me dire, si j'ai pas assez de moyens de pression sur cette personne, elle risque de me la mettre à l'envers. Du coup, il va falloir que j'augmente le nombre de moyens de pression que j'ai sur elle pour être sûr que jamais elle n'ose me la mettre à l'envers. Et de l'autre côté, la personne va se dire, ouais, ok, il essaie d'avoir des moyens de pression sur moi pour que j'obéisse. Du coup, bah, pour l'instant, je vais obéir jusqu'à ce que j'arrive à me libérer de ces moyens de pression. Ça, c'est génial dans un JDR de vampire. Ça met une ambiance de folie, mais dans la réalité, c'est pas top. Alors, à partir de là, la CNV effectivement va privilégier eh bien une certaine qualité d'écoute au résultat, comme je le disais la fois dernière, parce que concrètement, si on veut un résultat court terme, c'est ouais, c'est apprendre à être le plus efficace dans ses traîtrises, apprendre à ouais, à dresser l'autre, à extorquer quelque chose à l'autre sur le court terme, ça sera le plus efficace, mais sur le long terme, un petit peu moins.
En CNV, on va plutôt privilégier la relation, la qualité de cette relation, plutôt que le résultat final. Et en fin de compte, on va se concentrer sur une qualité d'écoute de soi et de l'autre, avec attention, respect et empathie. À partir de là, on va pouvoir essayer d'avancer. Et donc la première question qui est intéressante de se poser lorsqu'on va interagir avec quelqu'un d'autre, petit aparté, on peut aussi se la poser lorsqu'on va interagir avec soi-même, c'est: quelle est mon intention? En cet instant, pourquoi est-ce que je vais interagir avec cette personne? Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif est d'en découdre avec lui? Est-ce que mon objectif c'est de lui faire le plus mal possible? Parce que là, effectivement, je me sens plein de colère parce que j'ai besoin de me défouler, parce que il peut y avoir une multitude de raisons sur le fait de vouloir se venger de l'autre, vouloir se défouler, vouloir prendre du bon temps en trollant une personne. Ou alors est-ce que mon objectif c'est d'établir une connexion qui soit authentique et réelle avec l'autre, de pouvoir partager sur ce qu'il ressent, de l'écouter, de l'accueillir, et en même temps de l'autre côté, de pouvoir moi aussi partager sur ce que je ressens, sur pourquoi, le comment, en quoi est-ce que un élément peut être important pour moi, et la CNV va privilégier cette qualité d'écoute. Un petit exercice intéressant pour la relation à soi dont je parlais, c'est de s'interroger chaque matin avant de se lever sur comment je me sens en cet instant et quelle est mon intention pour cette journée. Simplement se poser la question et voir si quelle va être la réponse. Est-ce que la réponse va être survivre à cette journée? Est-ce que au contraire ça va être rendre cette journée plus belle pour tous ceux qui m'entourent ou pas? Concrètement, voir quelle est mon intention, la clarifier, et pour ce type d'exercice, on conseille de le faire au moins pendant une durée de 21 jours à la suite, parce que c'est à partir de ce moment-là où le cerveau commence à intégrer de nouveaux mécanismes. C'est à partir, ça dépend, mais concrètement, ça va entre 20 jours et 2 mois d'après les personnes qui s'expriment sur le sujet, et ça permet de créer une sorte d'ancrage. Voilà. Donc la CNV, c'est à la fois un état d'esprit, celui d'être au service de la vie, d'être au service de rendre le monde plus beau, plus joyeux pour soi et pour les autres, mais c'est aussi une approche, une méthodologie qui permet de réfléchir à manière optimale de sortir enrichi de la relation. Ok, dit comme ça, c'est génial. Concrètement, au quotidien, on va avoir des réactions qui, si on les analyse de manière purement objective, ne vont pas être optimales pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Alors que si on approchait les personnes d'une autre manière, on, on pourrait avoir peut-être de plus grands résultats. Donc la CNV vise à atteindre une stratégie qui soit la plus pertinente possible, en accord avec mes besoins, pour parvenir à un résultat, et de préférence un résultat dans lequel l'autre ne se retrouve pas flouté à la fin, puisque dans ce cas-là, enfin, à moyen terme, je serai aussi relativement perdant. Que dire de plus? Ça peut s'appliquer à la fois dans des relations de couple, de famille, au niveau scolaire, professionnel, la relation à soi. Aussi, par exemple, des personnes ont trouvé ça très intéressant, la CNV, d'un point de vue diplomatique. Donc, Marshall Rosenberg est par exemple intervenu entre des tribus qui s'entretuent en Afrique pour des questions religieuses. Il a aussi pas mal travaillé sur le conflit entre Israël et la bande de Gaza. Voilà, ce genre de thématique peut s'appliquer là aussi, tout autant qu'à d'autres conflits. Voilà. Donc là j'ai un petit peu parlé, je vais revenir sur sur le fait qu'on a envie de contribuer à la vie. C'est quelque chose qui est naturel. Après, c'est quelque chose qui est appris. La méthode que notre paradigme actuel, c'est quelque chose qui est appris. Le bien, mal, c'est un référentiel qu'on construit petit à petit et qui fait une pile qui devient de plus en plus conséquente et de plus en plus difficile à, à répondre en fait. Donc une preuve, enfin, preuve entre guillemets, une expérience qui avait été menée, c'est l'empathie, la volonté de contribuer au bonheur des personnes avait été testée sur des bébés, sur des enfants en bas âge. Et concrètement, par exemple, une personne qui était dans une salle avec des bambins faisait tomber un livre, alors qu'elle était en train de ranger bouquin. Si elle ne montrait aucune tristesse, que voilà, c'était ok, voilà, rien à battre, les bébés avaient zéro réaction.
Voilà, ils continuent à vivre leur petite vie. Par contre, si la personne manifestait des réactions de tristesse fortes, un profond soupir, de l'agacement, peut-être quelques chouinements, ça attirait les bébés qui essayaient de répondre et d'aider la personne naturellement, en se rapprochant des bouquins, en essayant d'aider tant bien que mal. Mais encore une fois, ils essayaient en mesure au niveau de leur capacité. Et ils essayaient de contribuer à la vie. Donc ça, c'est une petite expérience, une petite anecdote qui va dans ce sens-là. Voilà. Alors, là, je vais vous proposer un petit exercice histoire de faire un interlude pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bah, patientez globalement 2 minutes et ensuite je reprends la leçon. Mais c'est faire un petit exercice d'introspection. Euh, Vous me direz à la fin ce que vous en avez pensé. Je verrai après si j'essaie de réitérer dans les prochains streams. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux là et à prendre le temps d'abord de goûter à une respiration, une inspiration et une expiration, de l'observer. Puis de penser à une créature innocente, pour laquelle on peut ressentir un amour inconditionnel. Ça peut être un petit chaton, ça peut être la petite sœur que l'on trouve adorable, qu'importe. Une fois que vous l'avez en tête, que vivez ce sentiment, goûtez ce sentiment de douceur, d'amour, dans lequel on n'attend rien de l'autre, dans lequel on offre notre amour, là en cet instant, tout simplement. Et goûtez à cet amour que vous offrez à l'autre, à ce chaton, à cette petite sœur. Savourez-le, concentrez-vous sur là d'où il émane, parce que cet amour émane de vous en cet instant. Et à présent que vous êtes bien en phase avec cet amour inconditionnel que vous ressentez pour cette créature innocente, je vais vous inviter à tourner cet amour inconditionnel vers vous. Et pour quelques instants, vous aimez sans rien attendre de vous, sans rien avoir à prouver, sans avoir à réussir un test à l'école ou quoi que ce soit. Simplement vous aimez en cet instant, comme vous pourriez aimer ce petit chaton. Et savourez cette sensation. Si vous sentez que cet amour vacille, revenez quelque peu au chaton, à l'amour que vous pouvez ressentir naturellement pour lui, et de nouveau, redirigez-vous vers vous-même et offrez-vous de nouveau cet amour. Un amour pur, un amour qui est offert sans rien en retour. Et pendant les prochaines secondes, simplement, goûtez. Soyez attentif à ce que cela génère chez vous. Peut-être du soulagement, peut-être de la surprise, peut-être autre chose. Simplement, continuez à vous concentrer sur cet amour et à rester attentif à comment vous vous sentez en cet instant. Puis, petit à petit, reprendre un petit peu plus contact, voir un peu comment ça a été pour vous, et si vous souhaitez éventuellement mentionner quelques mots dans le chat, est-ce que ça a été agréable? Est-ce que ça a été plutôt désagréable? Est-ce que vous avez été pris par ce petit focus intérieur? Est-ce que ça vous a pas du tout intéressé? Là concrètement, c'est un petit retour qui m'intéresserait et concrètement et l'idée qu'il y avait derrière ce petit exercice, c'est vraiment d'apprendre à se relier à la vie dans laquelle on n'attend rien d'elle.
la vie qui est belle tout simplement en cet instant. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus, à part que c'est quelque chose que je trouve très agréable que de prendre ces petits instants pour se relier à un amour inconditionnel, puisque c'est une belle manière que de voir le monde à travers ce genre d'amour, et c'est une belle manière que d'interagir avec soi-même. À présent, je vais passer sur la seconde partie, si personne n'a aucun commentaire dans le chat. En tout cas, pour l'instant, j'en vois pas, ça ne s'affiche pas. Je vais passer sur la seconde partie. Ah, j'ai un peu de mal à trouver quelque chose à aimer, donc je sais pas trop. Du désespoir qui a été ressenti, donc ouais. Et c'est ok de ressentir qu'il y a du désespoir à l'intérieur, qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a de la peur. C'est ok. Il n'y a pas de... Ça fait partie de vous, ça fait partie de qui vous êtes en cet instant, ça fait partie de vos sentiments. Euh, ils ne vous définissent pas, ils font partie de votre expérience de cet instant, et offrir un amour inconditionnel dans lequel effectivement il peut y avoir du désespoir ou dans lequel il peut y avoir de l'inquiétude, dans lequel on peut douter qu'il y a de quelque chose à aimer. Il peut y avoir ce doute, et en même temps, lorsqu'on aime un petit chaton, on se demande pas si à l'intérieur il y a quelque chose à aimer ou pas. On aime tout simplement parce que c'est une créature qui est vivante, qui est là, qui est présente, qui fait partie des merveilles de ce monde. Et trop souvent, on peut oublier que nous aussi, on est une des merveilles de ce monde, qu'il n'y a jamais eu personne avant qui soit parfaitement identique à nous, qu'il n'y aura jamais personne d'autre qui sera identique depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps, que on est à un moment unique, qu'on est une personne unique et merveilleuse à ce niveau-là, et que on peut avoir facilement tendance à aimer les autres, à voir des raisons d'aimer les autres, mais que, en fin de compte, les autres, on les connaît assez peu. Par exemple, un meilleur pote, oui, on peut voir les bons côtés de lui. Un meilleur pote, un très très bon pote, on peut aussi voir les côtés un peu plus sombres de lui. Et on peut arriver à l'aimer malgré ça. Alors qu'avec nous-mêmes, on peut galérer parfois à voir les côtés positifs, mais les côtés négatifs, on les a en permanence qui nous sont rabâchés. T'es pas assez bien, t'es pas assez grand, t'es pas assez gentil, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et c'est le cœur de la CNV que de voir comment traiter cette relation à soi. Et c'est pour ça que je vais poursuivre, mais l'amour inconditionnel se moque de ça. Pour le chaton, il y a eu cet amour inconditionnel, et c'est apprendre à s'offrir cet amour inconditionnel dans lequel on n'a rien à se prouver. Simplement, pendant un objectif peut-être de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, s'offrir cet amour, s'offrir cette douceur, sans se poser la question de est-ce que je la mérite, est-ce que je la mérite pas, est-ce qu'il y a quelque chose à aimer ou pas. Simplement se dire, là en cet instant, j'ai envie de m'aimer inconditionnellement. J'ai pas à me prouver quoi que ce soit. Juste tel que j'aimerais un chaton. Voilà. Après, si vous n'êtes pas du tout fan des chatons mais que vous préférez les chiots, c'est tout aussi valable pour moi, hein. Bref. Alors, voilà, maintenant que ce petit essai est fait, effectivement, c'est aussi pas mal lié aux méthodes indiennes. Après, globalement, c'est de la connexion à soi, donc les méthodes indiennes ont énormément d'avance sur les méthodes occidentales là-dessus. Ça fait des siècles et des millénaires qui se posent des questions que l'on ne se... Un pour eux, ça compte, oui aussi. C'est des siècles et des millénaires qui se posent des questions que, par exemple, actuellement, il y a des personnes qui se demandent est-ce que nous ne sommes pas dans une matrice? Est-ce que autour de nous tout n'est pas qu'une illusion? Bah, il y a des yogis indiens qui se posaient là exactement la même question il y a des millénaires. Sur la réflexion philosophique et la réflexion de la relation à soi, ils ont pas mal cartonné. Bref. Alors, maintenant on va passer à l'aspect OSBD.
observation, sentiment, besoin, demande. Ça sert à s'exprimer clairement à partir de soi, de ses ressentis, sans accuser l'autre. OSBD, c'est à la fois une méthodologie, mais si vous l'employez de manière inconsidérée, on va dire, vous sortez votre petite feuille et vous dites, en cet instant, j'observe ça, je ressens ça, donc j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux faire ça? Ça va vite saouler les autres parce que ils auront l'impression d'une part que vous essayez peut-être de les manipuler, d'autre part que vous parlez comme un robot. La communication non violente, là-dessus, demande un peu plus de pratique, d'entraînement, d'appropriation et au début, on invite les participants, les nouveaux pratiquants, à s'entraîner avec soi-même, à travailler la connexion non violente vis-à-vis de soi-même ou parfois de se faire des petits cas, par exemple, telle personne elle m'a énervé ou telle personne il y avait ça, tu poses sur un papier, tu rédiges lorsque j'ai vu telle personne faire ça, hop, quelle était l'observation, tu clarifies l'observation, tu clarifies le sentiment, tu clarifies le besoin, tu clarifies la demande et ça te permet de purifier un peu, de clarifier, de décanter un petit peu l'interaction parce que habituellement, lorsque observation et jugement et sentiment sont mêlés, on se retrouve dans quelque chose qui peut être bien plus dans le paradigme actuel. Donc par exemple, euh, on va avoir, allez, je vais faire un exemple qui était donné principalement par la CNV, un deuxième exemple qui était plutôt relié au monde des gamers. Si une mère dit à son enfant, euh, allez, Félix, tu saoules, t'as encore foutu tes chaussettes partout dans la cuisine, c'est dégueulasse, range-moi ça, maintenant. Bon, le gosse, désolé pour les oreilles, hein, euh, j'espère que ça va. Le gosse, concrètement, comment est-ce que vous pensez qu'il va réagir? Soit il va être terrorisé, il va ranger ses chaussettes parce que voilà, il a pas envie de se prendre une tarte de la part de sa mère, donc il va réagir plutôt par de la peur, par la contrainte, ou alors il va être dans une réaction de défense. Ouais, qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ça? T'as vu ce que tu as traîné en salle de séjour? Voilà. Ou je peux jamais rien faire, de toute manière, elles étaient pas depuis longtemps. Il peut y avoir une réaction relativement conflictuelle euh, et qui va pas forcément mener à ce que les chaussettes soient rangées tout de suite, d'une part, et d'autre part, ça va détériorer le climat, alors que la mère voulait peut-être un peu plus d'harmonie, un peu plus d'ordre dans sa maison. En fin de compte, le gosse va commencer à jeter ses jouets partout parce qu'il n'est pas content et que sa mère le saoule. Voilà. Donc en fin de compte, la mère qui voulait un petit peu plus d'ordre, de par cette cette manière d'aborder les choses, a pas forcément été payante. À l'inverse, quelque chose du style Félix, quand je vois 3 chaussettes sales sous la table du salon et 2 autres sous la télé, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai besoin de plus d'ordre dans les pièces que nous partageons. C'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu veux bien ranger tes chaussettes ou les mettre au sale? L'objectif est le même, hein, c'est que les chaussettes foutent le camp. D'un côté, on prend en compte la relation à l'autre, on explique quelle est l'observation. Effectivement, t'as des chaussettes de partout. Ouais, il y en avait que 2 qui traînaient et qui se battaient en duel, c'est pas tant que ça. Euh, Là, c'est une observation, il n'y a pas de jugement, t'as plein de chaussettes sales partout. Euh, Ensuite, le sentiment, comment est-ce que je me sens? Je suis en colère, je suis énervé, je suis agacé. Pourquoi est-ce que je suis énervé ou est-ce que je suis agacé? Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait de l'ordre dans cette maison, que dans les pièces qu'on partage, ça soit relativement sain. Ok, donc c'est un besoin qui est lié à moi, un besoin d'ordre. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pour me rendre la vie plus belle? La demande que j'aimais, c'est une demande d'action cette fois-ci. C'est pas une demande de connexion, même s'il peut y avoir des demandes de connexion. Et c'est, je connais pas la pensée en cerveau total. Je me renseignerai. Merci Adélas. Et effectivement, c'est une stratégie qui augmente les chances d'aboutir. Parce qu'en fin de compte, la première approche était pas forcément la plus pertinente. Alors, maintenant, exemple qui va peut-être beaucoup plus parler à mes viewers. En tout cas, je sais que 5 ou 6 d'entre eux, ça leur parlera. Alors, on est sur LoL. Il y a un mate qui, effectivement, donne quelques kills aux adversaires.
T'as un autre mate qui commence à être agacé. Lorsqu'il lui dit tu feeds comme un porc, désinstalle mec. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça peut faire? Quel est l'objectif de la personne qui dit ça? Son objectif à la base c'était de gagner la partie. Il ressent un certain agacement parce qu'il avait un besoin d'accomplissement. C'est une hypothèse, hein, mais concrètement il peut y avoir une multitude d'autres besoins à assouvir. On va dire que là c'était un besoin d'accomplissement. Pour lui, il avait vraiment envie de gagner cette partie parce que sa journée a été relativement foireuse, il avait eu plutôt des déconvenus, et il avait envie de passer une bonne game sur League et de la gagner et de ouais, simplement de savourer le plaisir de cette victoire. Et là, il voit qu'il y a un de ses mates qui est en train de feed, et il voit son objectif, ce qui était important pour lui, s'éloigner un petit peu. Du coup, le sentiment d'agacement, le besoin d'accomplissement, mais comme c'est un peu mixé en lui et qu'il ressent, ouais, il ressent cette colère parce que ça saoule, quoi. J'ai juste envie de faire une game et je dois tomber sur le feeder qui fait du 0,4. Et bah du coup, il va l'insulter, lui dire qu'il feed comme un porc et qu'il devrait désinstaller. Ok. Concrètement, qu'est-ce que ça a amené? Ça va amener que l'autre risque de le tilter, de l'insulter à son tour, et en fin de compte, la proba que la game soit gagnée passe peut-être de 40% à 20%. Voilà. Un slash mute si t'es assez serein, et encore même le slash mute, du coup, ça réduit les chances de pouvoir gagner la partie, parce que tu peux moins collaborer avec tes copains. Alors que par contre, si t'abordes la chose de la manière suivante, quand je vois 3 morts en 2 minutes, je ressens de l'inquiétude pour cette game. Ça me ferait plaisir qu'on arrive à la gagner. Pouvez-vous jouer le plus prudemment possible et surtout rester calme malgré la difficulté? C'est, à mon avis, ça qui peut être déterminant pour gagner la partie. Si tu postes ça dans le chat, bah les autres, au lieu de dire de tilter, voilà, de se roll la game et de dire rien à battre, allez, en fin de compte je vais aller voler le blue au jungle, ou je vais aller filer les ennemis histoire que ça se termine le plus vite possible, et bah ils vont peut-être essayer de faire de leur mieux. Et dans ce cas-là, alors que les chances étaient de 40%, elles remontent peut-être à 45. Ou en tout cas elles restent à 40 au lieu de descendre à 20%. Ou tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un gros pavé, hein, ce que j'ai dit, le hey, c'est ok, essaie de jouer le plus safe possible, pas tilt et continue à faire de ton mieux. Ça plutôt que de dire t'es un déchet, tu devrais désinstaller LOL, ça payera plus parce que concrètement, le mec qui te dit de désinstaller LOL, en soi il s'en fout que tu désinstalles LOL ou pas, parce que concrètement à la fin de cette partie, vous rejouerez jamais ensemble. Donc lui c'est juste sa manière de passer ses nerfs sur toi, parce qu'il a une certaine frustration. Comment s'exprimer avec la barrière de la langue? De manière générale, la majorité parle anglais, mais pas tous de même. Effectivement, bah ça peut poser une difficulté, la barrière de la langue. Après, euh, globalement, en fonction de tes capacités en anglais, tes capacités dans la langue du mec qui parle, parce que concrètement, c'est déjà fait aussi pas mal flemme en français, on va pas se mentir, euh, ça va être plus ou moins précis, effectivement. En anglais, tu peux tenter du Hey chill, let's enjoy the game and do our best. Uh, that's all we can do. Mais peut-être que ça peut être ça plutôt que de dire you trash, go désinstalle. Donc ouais, l'ASCII concrètement c'est le langage avec les touches du clavier concrètement. Par exemple, le petit bonhomme qui est en mode ça c'est du ASCII, mais tu peux par exemple faire un lapin, tu peux faire des petits bonhommes sur 5 ou 6 lignes. Voilà, ça c'est l'ASCII. Bref. Tac tac tac. Donc on va dire que les stratégies sont adaptées en fonction, enfin, c'est permettre de prendre la meilleure stratégie en se connectant à soi et en se connectant à l'autre. Euh, Pareil, il va y avoir des éléments qui vont être plus dans l'ordre du privé, par exemple, tu es un amour. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, que je regarde, tu es un amour parce que moi, je décide que tu es un amour et par le pouvoir qui m'est conféré, dorénavant, tu n'es plus Cyaneur, tu n'es plus un tel, tu es un amour. Bam, je te colle l'étiquette amour. Est-ce que c'est ça? Est-ce que chaque personne qui dit ah t'es un amour ou t'es adorable a ce pouvoir-là, ou est-ce que au contraire c'est plutôt une expression de ce que tu ressens?
Tu es un amour, ça peut vouloir dire que tu as besoin d'intimité, que la personne ne te dit pas ce que tu es, mais ce qu'elle attend de toi. Mais elle le dit de manière détournée parce qu'elle a pas forcément ses apports au niveau du langage. Ah, par exemple, si tu affrontes quelqu'un qui fait exprès de jouer cancer pour t'énerver et te gâcher ta journée, tu dois réagir comment? Bah concrètement, là c'est un petit peu le problème. Je te conseille de pas de rester sur ce que tu ressens, de rester en phase avec toi-même de ce qui est important. Si ton objectif c'est de gagner la partie, que tu vois qu'il commence à te flame, si t'as la motivation, enfin ça dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est juste de gagner cette partie, eh bien avec un allié je parle, hein, pas avec un ennemi. Si ton objectif c'est de gagner la partie, uniquement celle-ci, bah ça peut être d'ignorer la personne. Ça résout pas le problème, mais comme probablement tu le retrouveras pas à la game suivante, voilà, tu fais au mieux actuellement. Après, tu peux choisir d'essayer de converser avec, de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'énerve, de montrer que tu as entendu qu'il ressentait de l'agacement de par certains éléments. Et ça va permettre de peut-être désamorcer le conflit. Mais en même temps, par exemple, sur LoL, j'ai déjà tenté, c'est pas rentable si l'objectif c'est de gagner cette partie, parce que je passe plus de temps à écrire, à essayer de comprendre ce que vit la personne, ce qui fait que sur 5 personnes dans l'équipe, bah il y a moi qui suis en train d'essayer de le comprendre, et l'autre qui est en train de rager et qui peut-être me répond. Ce qui fait qu'il y a plus que 3 personnes qui jouent. 3. Voilà. Ce qui fait que en soi c'est pas optimal si tu veux gagner. Après, si par exemple c'est un mate avec lequel tu joues régulièrement, ça peut être plus intéressant d'essayer d'évoquer avec lui bah, pourquoi il rage par exemple, un pote avec lequel t'aimes bien jouer mais qui sur le jeu commence à rager, à tilter, bah ça peut être intéressant à la fin de la partie de lui dire est-ce que tu serais ok pour qu'on prenne 5 minutes juste pour discuter, sans rien faire d'autre, juste discuter par rapport un petit peu à la partie. Et que tu lui exprimes que concrètement, lors de cette partie, lorsqu'il a crié va désinstaller, espèce de, eh bien, toi, tu as ressenti de l'agacement parce que, effectivement, soit tu avais besoin d'harmonie, soit tu avais besoin d'accomplissement, effectivement, le fait de l'objectif de gagner la game, et que à ton humble avis, c'était pas la meilleure stratégie pour. Donc ça peut être une approche, ça dépendra du contexte. Et si un ennemi passe son temps à te flame, j'ai envie de te dire, c'est génial, parce que bah plus de temps il passe à écrire sur le clavier, moins de temps il passe à jouer, à se concentrer. Voilà. Dans l'exemple de la mère, par exemple, j'ai du mal à voir comment exprimer le principe d'autorité via la communication non violente. Effectivement, c'est quelque chose qui est pas forcément évident, qui se construit sur un petit peu de temps et qui, de par là, est assez compliqué parce que tu es une personne dans un environnement qui peut être relativement toxique parfois. Dans un environnement où le gamin va être éduqué pendant un long moment avec ce paradigme de bâton, de carotte. Concrètement, lorsque tu es un gentil garçon, tu reçois une carotte, lorsque tu es un méchant garçon, tu reçois un coup de bâton, et peut totalement être biaisé par ce paradigme. Et comme un chien qui s'est fait battre pendant des mois et des années par son propriétaire précédent, le propriétaire suivant, pour réamadouer le chien, eh ben, il y aura tout un lien de confiance à retisser, un lien à restructurer, à rebaser, et ça peut prendre du temps, et en même temps, après, bah, ça peut permettre de réavancer sur des relations plus saines que des relations de domination. Tac, 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 que dire de plus, vu que je connais un petit peu la situation? Ouais, concrètement, ça c'est avoir une approche, ouais, qui soit la plus pas positive, possible, mais réussir parfois tu peux exprimer des colères en CNV. C'est pas interdit d'être en colère. Cependant, le fait d'éclater un verre sur la table ou de balancer une assiette, ça va pas aider, ça va plutôt enterrer la violence dans la manière de d'interagir, dans la manière d'avoir la relation, et il va y avoir une escalade. Alors qu'à l'inverse, si tu arrives à désamorcer, si tu arrives à clarifier le pourquoi de la colère, bah tu peux peut-être avancer un petit peu plus. Voilà, Otef, je dirais qu'il faut préciser ce qu'on attend de l'enfant. Effectivement, c'est important. La communication en CNV doit est
plutôt positive que négative. Dire ce que l'on attend de l'autre plutôt que ce que l'on n'attend pas. Par exemple, euh, reste assis, concrètement, au moins il y a une demande claire. Reste assis pour les 5 prochaines minutes, c'est une demande claire. Alors que arrête de faire n'importe quoi, c'est quoi n'importe quoi? Est-ce que c'est être debout sur la table à danser? Est-ce que bailler c'est faire n'importe quoi? Est-ce que dessiner c'est faire n'importe quoi? Là c'est beaucoup plus subjectif. Alors que reste assis pendant les 5 prochaines minutes sur cette chaise, voilà. Le cadre est posé. Si tu veux, tu peux même lui mettre une petite horloge à côté, et c'est génial. Voilà. Ensuite, je vois SNV comme une extension de la méthode Herman. Ok. Je connais pas assez bien la méthode Herman pour me prononcer. Autorité n'est pas synonyme d'agressivité. Tout à fait, je suis assez d'accord. Et enfin, dans un jeu en 1v1 où tu peux pas parler avec l'autre joueur et tu le connais pas, bah, du coup, si tu peux pas parler avec lui, concrètement, c'est un peu difficile d'établir ce genre de relation. Après, j'ai envie de te dire, la manière qui me paraîtra la plus pertinente, c'est que lui, si c'est royalement foutu de ta gueule lorsqu'il a réussi à te tuer, et que toi t'arrives à le tuer, mais que tu fais preuve d'humilité, ça peut être peut-être le plus pertinent. Voilà. Donc, hop. Maintenant, parlons un petit peu plus encore de CNV, donc les besoins. Alors, voilà. Pour ceux que ça intéresse, voici un lien vers la pyramide de Maslow. Je suis pas encore assez à l'aise avec Twitch pour réussir à mettre le petit focus sur l'autre écran. Donc concrètement, c'est une pyramide des besoins qui a été établie il y a quelques années par un monsieur qui s'appelle Maslow. On s'en sert pas mal en marketing pour réussir à pas manipuler les gens, mais à savoir sur quels besoins travailler les personnes. Donc il y a des besoins physiologiques, mais il y a aussi des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance. Par exemple, l'amour, l'affection des autres. Si vous prenez cet élément-là, vous serez aimé. Bref. Il y avait besoin d'estime et il y avait besoin d'accomplissement. Cette pyramide, il y a pas mal de discussions dessus, notamment sur le fait que Maslow le présentait un petit peu comme un processus euh, d'abord accomplir les besoins physiologiques, donc faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination. Ensuite, sécurité. Une fois que les sécurités c'est bon, l'appartenance. Ensuite, une fois que l'appartenance c'est bon, l'estime. Et en fin de compte, l'accomplissement. C'est pas tout à fait le cas parce que effectivement on peut avoir des besoins de reconnaissance alors qu'on galère encore avec par exemple la faim. On finit par avoir le ventre creux régulièrement, mais pour nous avoir la reconnaissance des autres ou avoir de l'estime ou avoir une appartenance à un groupe peut aussi être important. Donc à ce niveau-là, c'est une typologie des besoins donc qui est présente, assez connue d'ailleurs, et qui pose une organisation des besoins. Voilà. Après, je reviendrai un peu plus tard, notamment dans la séance dans 2 semaines, sur les besoins, comment est-ce qu'on les traite, toute leur importance. Mais concrètement, si je me lance là-dessus ce soir, on y est encore à minuit. Je vais parler à présent de pourquoi la CNV est si importante euh, par rapport au langage que l'on a habituellement. Parce que, comme le disaient les gens du Québec, mais non, je suis pas violent dans mon langage. C'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Bref. C'est très chouette, mais ça nous avance pas beaucoup. Donc, le langage que l'on a actuellement est un langage qui présente certains éléments de violence naturelle qui vont en fait être qui peut être perçu par d'autres ouais, comme des agressions qui peuvent le mettre sur la défensive et l'objectif de la CNV c'est de s'éloigner de cela. Donc en élément de langage, on va avoir hop, un instant, tac. Ok. Alors, on va avoir en élément de langage, par exemple, les jugements moralisateurs. Les jugements moralisateurs, donc c'est différent des jugements de valeur. Donc, par exemple, moi, je peux avoir des valeurs qui sont très importantes pour moi et que je juge comme très importantes pour moi. L'honnêteté, l'harmonie, euh, la foi, la bienveillance, c'est des valeurs et je juge qu'elles sont importantes pour moi. Ça, il n'y a pas de problème. Ça me regarde. À l'inverse, des jugements moralisateurs, ça va être quelque chose qui relèvera de l'évaluation, du reproche, de l'insulte, du dénigrement. Le problème avec toi, c'est que t'es vraiment une feignasse. Voilà, ça c'est clairement un jugement. Ah là là, celui-là il est trop con. Mais qu'est-ce qu'il est débile. Voilà, là on est dans des jugements moralisateurs qui vont être
bah tu colles une étiquette à l'autre, tu lui dis toi t'es ça, t'es rien d'autre, t'es ça, t'es juste un débile. Mais moi je suis sienneur, je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime ça, qui vit, qui aime partager, qui aime faire ça. Non non, t'es juste débile. Tu te tais, moi je te dis tu es débile, de par l'autorité qui m'est divine qui vient sur moi, je te dis tu es débile. Voilà, ça a pas de sens, mais globalement, prêtez simplement attention au quotidien, combien de fois vous utilisez ça, quoi, ce type d'activité, enfin ce type de jugement, c'est quelque chose qui peut poser des soucis. Pareil, c'est pas bien ce que tu as fait, ce n'est pas bien ça, ou c'est mal. Voilà. C'est toujours des jugements qui se réfèrent à une morale supérieure, mais concrètement, cette morale est quelque chose qui est extrêmement relatif. La morale évolue au fil des siècles, la morale évolue en fonction des sociétés, ce qui est pertinent allez, on va dire en Asie n'est pas du tout pertinent en Europe parfois, et certains vont considérer que, bah, par exemple, cracher dans la rue en Chine, ou cracher par terre, c'est normal. Bon, maintenant ça évolue un petit peu, mais c'est une autre histoire. En Europe, ça serait beaucoup plus choquant d'avoir autant de personnes qui éructent violemment. Voilà. Donc, ce qui est bien, ce qui est mal, ça dépend. C'est très variable et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va provoquer énormément de tension en fait. Parce que pour moi, ce que je viens de faire là, c'était pas mal. Mais le mec en face de moi il me dit, ce que t'as fait là, c'est mal. Alors que moi, je le sais, dans mon référentiel, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Bon courage pour la communication avec ça. Donc, essayer d'éviter ça, ça peut être intéressant. Pareil, les étiquettes positives, il est brillant. Ouais, c'est génial, mais en fin de compte, ça l'enferme dans l'étiquette brillant. Et il doit être brillant parce que sinon, qu'est-ce qu'il est, il a le respect de ses proches parce qu'il est brillant. Par exemple, moi, ça me concernait lorsque j'étais gosse, bah, on me disait que j'étais plutôt intelligent et bah, j'avançais avec ça sur le fait que j'étais intelligent. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment, bah, je suis deuxième de classe, si à un moment, je suis plus aussi intelligent? Pareil, ça, j'y reviendrai un peu la semaine prochaine parce que j'empiète sur le programme de Elfie Gamer, mais tu vas avoir certaines personnes qui, pour éviter de remettre en cause cette, euh, cette perception d'eux-mêmes qu'ils ont, cette étiquette qu'ils ont sur le front qui est intelligent ou brillant, et ben ils vont éviter de s'attaquer aux principaux challenges. Ils vont essayer parfois de auto-sabotage pour dire bah ouais mais là si j'ai échoué c'est normal parce qu'il y a eu ça. Mais du coup, comme j'ai fait ça, ça remet pas en question mon intelligence. Enfin, par rapport à ce genre d'étiquette et de jugement moralisateur, on peut se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus douloureux. Ouais, c'est une construction sociétale. Euh, et tac tac tac, du coup, on y viendra un tout petit peu plus tard, mais j'ai aussi une ou deux études qui pourraient te plaire là-dessus, Aidelas. Euh, Voilà. Donc ensuite on a les jugements. Donc les jugements, ah là, celui, tu es génial. C'est parce que tu as besoin d'admiration. T'as globalement entre jugement et étiquette, c'est vrai que c'est assez faible. On a un peu parlé. Mais le jugement en soi a aussi quelques utilités, hein. Je ne dis pas que tous les jugements sont à éliminer, loin de là, parce que bah, parfois ça permet de survivre. En fait, c'est un mécanisme de survie acquis au cours de millénaires d'évolution, à travers lequel, eh bien, on a pu survivre. Lorsque tu as un tigre à dents de sabre qui est en train de te courir dessus et que tu te dis, je me demande, est-ce qu'il a un besoin de nourriture qui n'est pas satisfait, ou est-ce que c'est peut-être un tigre végétarien, mais qu'il a vu une plante juste à côté de moi qui lui paraît particulièrement intéressant. Bah, étrangement, c'est pas ce genre de personne qui a survécu à cette époque-là et qui a pu euh, donner ce que nous sommes aujourd'hui. Celui a terminé dans le ventre du tigre. On va pas se mentir. Donc voilà, ça a des utilités. Mais à partir du moment où ça devient le seul axe de vision, c'est à travers les jugements, ça restreint la perception du monde parce que ça te met un cadre. Le cadre, il est intelligent, il est dangereux, il est ci, il est ça. Certes, ça permet d'interagir plus rapidement avec le monde, plutôt que d'essayer de se dire, lui, il est plutôt ça, il a ça, mais en même temps, il a vécu ça dans sa vie, il a vécu ça. Non, ça te permet d'interagir. Le mec qui a un couteau à la main et qui est chez toi, que tu ne connais pas, ouais, ça se trouve, c'est le boucher du coin qui s'est trompé de maison, mais ça se trouve, c'est aussi le serial killer qui est venu chez toi. Dans ce cas, saute par la fenêtre et cours. Ça sert à rien d'envisager toutes les possibilités ou autres. Les jugements sont utiles. Voilà.
mais il faut savoir s'en servir comme d'un outil et non pas comme de quelque chose qui définit totalement ta réalité. On voit par exemple un élément de l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si Adélas tu en as déjà entendu parler. L'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été menée aux États-Unis. Ils font énormément de choses aux États-Unis, je crois, sur des élèves euh, et des professeurs. Donc, on a fait passer des tests de QI à des élèves et on a mesuré donc leur QI. Ensuite, on a diffusé par erreur entre guillemets les tests de QI aux professeurs. Sauf que parmi ces tests, il y avait certains tests qui étaient volontairement surévalués. Un gosse qui avait un QI, on va dire, j'ai pas en tête les références de QI, mais on va dire un QI de 100, on a dit bah il a un QI de 150 ou de 120, un QI supérieur. Et bah du coup, on a fait fuiter ces fausses informations. Et à la fin de l'année, on est revenu réévaluer les élèves et de manière significative, les élèves qui étaient plutôt bas en QI, mais qui, dans la communication au professeur, avaient été surévalués, avaient eu une meilleure progression que les élèves qui étaient plutôt bas, mais qui n'avaient pas été surévalués. Voilà. Euh, et ça a permis de voir que l'étiquette est quelque chose qui est extrêmement important. Les professeurs se disaient, lui, c'est un petit génie en puissance. Et bah, le gosse a eu plus d'opportunités, a pu plus facilement ouais, s'épanouir que celui qui, ouais, bah, de toute manière, il est débile, donc il est débile. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'expérience de l'effet Pygmalion. Milgram, c'est une autre histoire qui est tout aussi intéressante sur la force de l'autorité. On y reviendra un petit peu plus tard, mais ah, est-ce que c'est celle-là, Milgram? Je confonds peut-être avec une autre. Ouais, ça doit être celle-là, je pense. C'est l'électricité, c'est bien ça, Milgram. Et je confonds. Ouais, c'est bien ça. Donc, l'effet Pygmalion, les étiquettes, j'en ai parlé. J'évoquais tout à l'heure les différences culturelles, celles qui étaient notamment citées dans la CNV, c'était la différence entre la culture arabe et la culture française sur la notion de respect. Dans la culture notion de bien, de mal. Ah, génial. Alors, tac, 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 tac. Activer données mobiles. Hop là. Tchouk, 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 tchouk. Commencer le stream. Me revoilà. Je ne sais pas pourquoi ça a craché. Enfin, si je sais, mais c'est une autre histoire. Bref. En clair, me revoilà. Vous me voyez? Oui, normalement c'est bon. Oui. Oui, concrètement, c'est pas grave. J'en étais effectivement sur l'effet Pygmalion, la culture, le manque de culture, enfin la différence de culture entre ce qui est bien, ce qui est mal. Et voilà, on va avancer un petit peu parce que je parle et en fin de compte, ça prend plus de temps que prévu. Bah, par exemple, j'ai décidé de faire cette petite expérience sur moi. Je vous en ai parlé, donc le je suis intelligent. Euh, ouais, bah c'est une comparaison par rapport à un référentiel donné. C'est un besoin de respect, de bienveillance, d'acceptation, parce que ouais, c'est comme ça que j'ai été accepté. Et c'est par rapport à un référentiel extérieur. Ça se trouve, j'aurais été avec une classe extrêmement intelligente, bah, j'aurais pas été le premier. Et ça change énormément lorsque une personne qui a toujours été considérée comme le premier de la classe se retrouve dans une classe où il n'y a que des premiers de la classe. Là, c'est dramatique. Peut-être que le premier de cette classe-là arrivera à se sentir bien, mais tous les autres vont déprimer. Voilà. Alors, concrètement, à partir de ça, tac, tac, tac.
Oui, ça fonctionne, oui, OK. Tac, 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 hop là. Donc, on en était sur la reproduction de la violence alors. C'est ça qui est cette étude-là qui va peut-être t'intéresser. C'est une étude qui est mentionnée par, Marshall Rosenberg, qui relève du professeur O.J. Harvey dans l'université du Colorado. J'ai pas réussi à retrouver la base de l'étude initiale, même si j'ai cherché donc, à mettre entre guillemets, mais c'est une étude qui est énormément reprise par la communication non violente. Donc ce professeur de psychologie a réussi à démontrer une forte corrélation, donc un fort lien statistique entre la fréquence de mots dénotant un jugement et l'incidence de la violence. Donc plus dans un langage donné, il y a de mots qui sont des mots de jugement, euh, plus c'est présent dans les médias et dans l'environnement d'une langue, plus la violence va être importante. À l'inverse, dans certaines langues, les jugements sont extrêmement peu nombreux, extrêmement faibles, et la violence est beaucoup plus faible dans ce type de société. Donc voilà. Et dans le même style, on avait un poète du XIIIe siècle qui disait: «Par-delà les notions de bien et de mal, il y a un champ. C'est là-bas que je te retrouverai.» Donc ça, dans l'idée, c'est très joli. Mais c'est de dire que effectivement les référentiels du bien et du mal sont extrêmement relatifs, extrêmement peu pertinents, et qu'ils génèrent plus de souffrance qu'autre chose, tout autant le bien que le mal. Voilà, donc essayez de dépasser cela. Donc dans les... Hop, un instant. Tac tac tac. Normalement vous êtes censé me voir, mais j'ai ma modo qui me demande si ça va ou pas. Donc j'ai un petit doute. Ah, alors... Est-ce que vous me voyez? Hmm. Ok, ça m'énerve. On va passer sur autre connexion. Alors, je vais essayer d'identifier ça. J'en ai pour 30 secondes. Parce que concrètement, c'est l'imitation de données qui m'a tapé dans le tas. Donc, définir la limite de données mobiles, c'est dégagé. Voilà. Alors, vous me revoyez? Génial. Bon, parce que c'est dommage, voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai perdu quelques personnes dans cette histoire. On verra si elles reviennent. Alors, est-ce que j'ai encore Octokill ou pas? Ou est-ce qu'il fait partie des personnes qui... bref, on verra. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Est-ce que vous m'avez entendu parler de l'étude de O.J. Harvey? Corrélation entre violence et langage. Ah, bon, bah je redémarre de là. Je disais que Adela, ça allait particulièrement t'intéresser, puisque en fait, même si c'est une étude, j'ai pas réussi à retrouver l'étude, mais elle est énormément mentionnée dans les travaux de Marshall Rosenberg. C'est une étude d'un professeur au JRV du Colorado, qui établit une forte corrélation, donc un lien statistique fort entre la fréquence de mots dénotant un jugement et l'incidence de la violence. Donc concrètement, dans un langage, plus il y a d'éléments de jugement entre bien et mal notamment, euh, plus la violence va être présente dans cette société. Alors que certaines sociétés qui sont basées en dehors de cette dynamique de jugement vont être beaucoup plus pacifiques. Voilà. Alors, hop, d'ailleurs c'est vraiment intéressant de voir que ça bug pas mal. On verra ce que ça donne après. Alors, donc c'est une étude qui mène effectivement à pas mal de questions. Donc, par exemple, si on veut mettre en relation avec quelque chose de plus grand, on pourrait parler de la guerre froide. D'un côté, on voyait l'URSS comme l'empire du mal, hein. Du côté des États-Unis, on donnait l'URSS en tant qu'empire du mal, et de l'autre côté, à l'URSS, on décrivait les États-Unis comme l'oppresseur impérialiste. Bon, concrètement, des deux côtés, eh bien, c'était
une vision ennemie en fait. On décrivait l'autre comme un ennemi et à partir de ces jugements, ça a failli nous mener à une guerre atomique. Voilà, ça aurait été tragique. Tout ça parce que certaines personnes ne sont pas foutues de communiquer entre elles correctement. Voilà. Et comme le disait un poète du XIIIe siècle, Jalal al-Din Rumi, par-delà les notions de bien et de mal, il y a un champ. C'est là-bas que je te retrouverai. Globalement, ce qu'il entend par là, de mon interprétation, c'est que le bien comme le mal génère énormément de souffrance, énormément d'insatisfaction, et se concentrer plus sur ce qui est vivant en soi plutôt que sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et ce référentiel, eh bien, permettra un épanouissement plus important. Euh, voilà. On pourrait parler des conversations aliénantes dans lesquelles on se focalise sur nos pensées et nos torts. Par exemple, pour ceux qui ont le plaisir de conduire et qu'on réagit au quart de tour lorsqu'il y a quelqu'un qui déboîte sans mettre son clignotant. Je vous passe le nombre de fois où j'ai entendu le « Eh ben, il avait plus assez d'argent pour acheter les clignotants avec sa voiture !» Ou « Mais quel pipe il est pas foutu de mettre son clignotant, ça t'a tardé !» Voilà. Concrètement, derrière ça, il y a un besoin de sécurité, mais on est tout de suite dans les jugements sur autre. Ça se trouve, ouais, bah, il a oublié, mais ça nous arrive aussi. Ça se trouve, il a préféré déboîter pour éviter quelque chose au tout dernier instant. On sait pas concrètement, mais par contre, on est plein de jugements vis-à-vis de lui. On va partir de nos quarts de tour, s'énerver, s'exprimer à tort et à travers, alors que simplement, bah, ce qui nous a fait réagir, c'est qu'on avait un besoin de sécurité. On s'est senti à un instant en danger de par une situation qu'on perdait un peu le contrôle. Et ouais, à partir de là, lorsqu'on se relie à ce besoin de sécurité, c'est pas parce que l'autre a agi ainsi, c'est aussi parce que moi j'ai besoin de plus de sécurité. Donc plutôt que d'espérer que les autres agissent d'une manière pertinente pour que moi je sois en sécurité, qu'est-ce que je peux faire en cet instant pour me sentir plus en sécurité? Augmenter mes marges de, de prudence, possiblement. Voilà. Ensuite, tac tac tac, désolé d'ailleurs pour ceux qui reviennent, problème de connexion. Ma limite de données qui a éclaté, hein. Mais bon, c'est pas grave, si ça redéconne, bah, je passerai sur la connexion encore plus aléatoire de là où j'habite. Conversation aliénante, donc là je parlais de l'automobiliste, mais par exemple, et c'est là qu'on voit un peu le paradoxe de ça, si ma compagne a besoin de plus d'attention, alors elle est exigeante et dépendante. Ouais, elle est toujours à me coller, elle est exigeante et dépendante comme pas possible, c'est atroce. Parce que c'est moi qui ai raison et c'est moi qui la juge ainsi. En revanche, si c'est moi qui ai besoin de plus d'attention, alors elle est lointaine et insensible. Elle en a rien à faire, elle est, ouais, insensible. Voilà, tout est dit. En fonction de si c'est moi ou si c'est l'autre, les jugements vont totalement varier. Si c'est elle, alors elle a tort parce qu'elle est dépendante et exigeante. Si c'est moi, et ben le tort est encore sur elle parce qu'elle est insensible et lointaine. Dans tous les cas, moi je suis peinard dans mes bottes, je suis bien dans mon référentiel et elle a tort. Est-ce que c'est la meilleure, est-ce que c'est la manière la plus pertinente d'aborder ça plutôt que de reconnaître qu'il y a un besoin d'intimité, un besoin de connexion et peut-être exprimer autrement? Parce que s'il y a ce besoin de connexion avec l'autre, plutôt que de lui dire t'es vraiment lointaine et insensible, t'es froide comme le carrelage de mes WC. Est-ce que tu penses réellement qu'avec ça, le besoin de connexion va être satisfait? C'est pas dit. Probablement que ça va encore un petit peu envenimer les choses. Allô? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, normalement ça fonctionne. Je sais pas. Bref. Génial, merci Nico. Tac, tac, tac. Donc, concrètement, encore une fois, une relation à l'autre, une relation à soi dans laquelle on apprend à se détacher des jugements, des évaluations, mais aussi des conversations qui sont relativement aliénantes, dans lesquelles on préfère savoir qui a tort et qui a raison, plutôt que de savoir comment est-ce qu'on peut privilégier un vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble main dans la main, même s'il y a un passé qui est douloureux, voir comment avancer. Et là-dessus, un bon exercice à faire, c'est d'arrêter de voir les autres comme des PNJ.
Savoir qu'eux aussi ont une très belle backstory, ont une histoire, et cetera. On la connaît pas forcément en entier, probablement même on ne la connaît pas du tout en entier, même si c'est une personne avec laquelle tu as passé la moitié de ta vie, si ce n'est plus, tu connais pas tout d'elle. Donc apprendre à cesser de voir les autres comme des PNJ, ça peut aider. Et d'ailleurs, lorsqu'on en est encore dans les merveilles de notre société actuelle, je vais faire un petit focus sur la comparaison. C'est quelque chose de merveilleux, la comparaison. Enfin, merveilleux. Quelque chose de tragique en soi. La comparaison, par exemple, c'est avec les standards de beauté. Si vous avez envie à un moment de bien déprimer, de bien augmenter votre niveau de douleur, prenez vos mensurations, comparez-les à celles des mannequins. Savourez la sensation. Est-ce qu'elle est plaisante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Au-delà de ça, bon, pour éviter que vous ayez à aller chercher votre maître ruban et que vous ayez à faire tout ça, je peux vous dire que Mozart, lorsqu'il avait 12 ans, il composait déjà de très belles partitions qui sont restées célèbres dans le monde entier pendant des siècles. À 12 ans, vous en aviez composé combien? Combien de choses que vous avez faites lorsque vous aviez 12 ans sont restées resteront selon vous dans les prochains siècles? Ouais, pas beaucoup, hein. À partir de là, est-ce que ça rend les choses plus joyeuses, plus porteuses de vie que de passer son temps dans la comparaison? Ah, je suis plus petit que lui, je suis petit. J'ai tort, j'ai raison. Ah là là, j'aimerais être aussi bien que lui, j'aimerais être aussi grand, j'aimerais être aussi fort, est-ce que j'aimerais être aussi charismatique? Ah là là, ouais. Est-ce que ça aide à la vie? À mon humble avis, pas forcément. C'est quelque chose de coup dont j'essaie de m'éloigner quelque peu. Par exemple, je pourrais me dire, hey, j'ai actuellement 6 streamers, enfin 6 viewers, c'est pathétique. J'ai regardé à côté, Elfie Gamer, il en avait des milliers, et l'autre là-bas, Squeezie, il en avait je sais pas combien de milliers, si ce n'est plus, peut-être de millions, j'en sais rien. Ouais, en soi, ok. C'est clairement pas ça qui va me dire. C'est génial. Bah, une femme moche condamnée à mort, le procureur qui a appuyé sur l'inquisitoire sur l'aspect démoniaque d'une paysanne italienne immigrée, c'est génial. Effectivement, bah, c'est tragique quoi de baser ces éléments là-dessus. On le voit dans l'aspect juridique, on le voit aussi dans d'autres aspects. Les étiquettes ont la vie extrêmement dure et enfin, les étiquettes créent une vie extrêmement dure, créent un environnement des plus délétères. Un autre élément de langage qui peut créer aussi ce genre de choses, c'est nier sa responsabilité. Alors nier sa responsabilité, c'est j'ai mangé cette part de gâteau, c'était plus fort que moi. Ou le il faut que, je dois, ou tu me rends énervé. C'est pas toi qui me rend énervé. Ok, il y a eu un élément factuel qui a fait que j'ai ressenti de l'agacement parce que derrière il y avait tous les besoins qui sont présents, mais en soi c'est pas toi qui as le pouvoir de te concentrer, d'envoyer des petites ondes et bam je suis énervé. Non, c'est dans un contexte, c'est dans un élément, mais c'est pas toi qui me rend énervé. Là, ce que je suis en train de faire, si je dis tu me rends énervé, je suis en train de me défausser de ma responsabilité par rapport à mes propres émotions. Pareil, je dois faire ça, bah, je suis en train de me déresponsabiliser par rapport à mes choix. Je dois le faire parce que mon patron me l'a ordonné. Mon patron m'a ordonné de mentir au client. Je devais le faire. Il faut que je le fasse, il faut que je révise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est encore un choix qui est fait. Et Hannah Arendt a mentionné cette observation par rapport à, au crime de guerre nazi. Le fait que la plupart des personnes dedans étaient pas des démons qui avaient envie de faire le mal ou quoi que ce soit, mais ils avaient pas le choix. Dans le langage qu'ils ont fourni, les éléments de langage qu'ils utilisaient, c'était un ordre hiérarchique. Je devais le faire. C'est une sorte de banalisation du mal. C'est la Hansprache. C'est effectivement une langue dans laquelle on se défausse de sa responsabilité. Et là-dessus, on revient d'ailleurs sur ce qui a été évoqué la fois dernière par Adélas, l'expérience de Milgram où concrètement, une personne se fait électrocuter de plus en plus fort, sauf que le scientifique qui est à côté dit continue à l'électrocuter à chaque fois qu'il se trompe. Je suis le scientifique, je sais ce que je fais, vous pouvez augmenter la dose électrique. Or qu'à côté, t'as l'autre qui dit non, arrêtez de m'électrocuter. Vous pouvez augmenter la dose électrique. J'en prends l'entière responsabilité. Bon, bah concrètement, je me défausse de ma responsabilité sur le mec à côté qui est bien gentil et qui me dit ne vous en faites pas. Bah ouais.
Concrètement, c'est les forces impersonnelles. J'y étais obligé. Je bois car je suis alcoolique. Ouais, c'est pas ma faute. C'est plus fort que moi, hein. Il y a écrit alcoolique ici. Du coup, amène la bouteille. Hein. De toute manière, je suis foutu. Je suis alcoolique. Mon père est alcoolique, ma mère est alcoolique. Je serai alcoolique. C'est destiné. Voilà. Les actes d'autrui, sinon, c'est aussi quelque chose de tragique. Hein. Je l'ai frappé car il m'a mal regardé. Ok, il t'a mal regardé, ça impliquait pas de le frapper. L'autorité, le patron me l'a demandé. La pression sociale, j'ai fait ça parce que mes potes le faisaient. Ouais, je me suis foutu de la gueule du petit. Là, on l'a bien bouli, mais c'est parce que les autres le faisaient. S'il l'avait pas fait, moi, je l'aurais pas fait, hein, parce que moi, je suis un gars bien, vous savez. Mais comme lui là-bas et mon autre pote, bah, ils étaient en train de le bully. J'allais pas les laisser le faire tout seul, parce qu'après, moi, j'aurais eu l'air de quoi. Ouais. Là, je prends des exemples où on voit clairement que ça colle pas, mais au quotidien, des exemples de c'était plus fort que moi, j'en entends régulièrement bah ouais, je mangeais le gâteau, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Ouais, c'est une autre question, mais concrètement, ça fait partie aussi de ce déni de responsabilité. Pareil, il y a aussi une fonction attribuée à un sexe. Bah, je dois faire la cuisine parce que je suis une femme. Non, pas spécialement. Enfin, on est tous. Enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et l'important, c'est vraiment de détecter cela, de détecter ces mécanismes de pensée qui vont biaiser, qui vont réduire le champ des possibles, parce que j'ai pas le choix. En fait, si le choix est présent, c'est juste que on t'a t'as appris à avancer avec des œillères, et bah, concrètement, t'avances, tu ne vois que ce qui t'est donné par les œillères. Alors que t'enlèves les œillères qui sont celles de l'absence de choix, tu redécouvres tous les choix, tous les possibles que tu as. Et tout redevient beaucoup plus, ouais, presque possible, ouais. Voilà. Par exemple, dans les jeux de doigts, concrètement, enfin, je suis pas du tout au-delà de tout ça. Hein. C'est clair et net, on guerre tous avec ça. Moi, par exemple, un truc que j'ai repéré récemment, c'était je dois réussir cette expérience de streaming. Parce qu'il y a de l'anxiété, il y avait un besoin de contribuer, j'avais envie d'aider les gens. Mais en même temps, il y a aussi un besoin de respect, parce que j'ai peur que l'on considère un peu moins pertinent, ouais, qu'on ait un peu moins d'égards que vont penser les gens si je me foire, si concrètement, au bout de 6 mois à faire du streaming, je me retrouve avec 4 viewers, ou 6 viewers, ou 10 viewers, et que en fin de compte, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que c'est réussir dans le streaming? Enfin, bref, c'est des éléments où, même après 4-5 ans de CNV, et d'attention sur ces éléments-là, concrètement, je me retrouve toujours parfois à retomber dans les ornières du passé, mais en même temps, j'ai passé plus de 20 ans, 25 ans dans ces ornières. C'est pas en 2 mois ou en 2 ans ou en 5 ans que je vais en sortir. Donc le déni de responsabilité, c'est aussi un axe dans lequel on est aussi très biaisé. Donc c'est pas ma faute, ouais, c'est plus fort que moi. Ouais, là ce qui est intéressant, c'est d'identifier le besoin qui est derrière. Et voilà, ça c'est déjà pas mal. Que dire de plus? Après, il y a une notion d'exigence vs demande. Donc une exigence, c'est quelque chose, si elle n'est pas atteinte, cette exigence, il y aura des conséquences. Si vous n'abandonnez pas la guerre, alors on vous balance une bombe atomique. Ça, c'est une exigence. À l'inverse, une demande, ça va être quelque chose où, bah, si l'autre dit non, bah, il dit non, et puis basta. Ça s'arrête là, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de oh, tu m'as trahi, tu as refusé d'aller au supermarché avec moi pour faire les courses, moi qui pensais que tu m'aimais. Non, rien de tout cela. Bah concrètement là il y a de la culpabilisation, il y a énormément de choses qui sont là alors que est-ce que tu vas aller au supermarché faire les courses avec moi? Non là je suis éclaté, j'ai vraiment besoin de repos. Je pense que je vais plutôt m'affaler sur le canapé et roupiller. Ok, bah repose-toi bien et l'autre personne va faire les courses. Là c'était une demande. Alors que si t'es non mais comme t'as pas voulu faire les courses avec moi tout à l'heure, hein, t'as qu'à assumer. Oui j'ai pris comme par hasard tous les produits que tu détestes. C'est dommage, hein. La prochaine fois, tu viendras faire les courses avec moi. Est-ce que c'était vraiment une demande ou est-ce que c'était plutôt une exigence? Voilà. On détermine si c'est une demande ou une exigence, notamment à la réaction s'il y a un non, en fait. Euh, c'est là qu'on le détecte le plus, mais c'est à ce moment-là qu'il est déjà un peu trop tard. Donc la notion de mérite, tout à l'heure, je crois que c'est Octiki qui mentionnait,
je vois pas grand-chose qui mérite d'être aimé. Ouais, la notion de mérite est encore liée au bien, au mal. Il y a des éléments en toi qui méritent d'être aimés, tandis qu'il y en a d'autres qui ne le méritent pas. Pourquoi est-ce qu'une partie de toi, tu devrais te dire: «Non, pour elle, je ne dois ressentir que de la haine»? En fait, en toi, c'est comme, enfin, je prendrai l'exemple d'un raid sur WoW où concrètement tu as plein de personnes qui vont collaborer ensemble pour un objectif commun. Et en toi, tu vas avoir des personnes, des idées, des morceaux de toi qui vont te dire: «Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça». Tu en as d'autres qui vont être en mode: «Chill, on a besoin de repos». Bref, tu vas avoir tous tes besoins qui vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et après la question c'est comment tu les écoutes, comment tu gères la synergie entre tout ça. Et la notion de mérite, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas cette attention, je mérite pas ce respect. Et bah, c'est c'est quelque chose qui relève de ce paradigme actuel, ce paradigme dont je propose petit à petit d'essayer de sortir, le paradigme du bien et du mal, pour aller plutôt dans un paradigme dans lequel on prend conscience de ce qui se vit en soi. Il y a une observation extérieure, il y a un sentiment en moi, il y a qui est relié à un besoin, donc l'observation c'est le déclencheur, le sentiment c'est ce qui est généré, mais qu'est-ce qui explose? Bah, c'est le besoin intérieur, c'est le truc qui est satisfait ou qui est pas satisfait. Et après, comment faire pour rendre la vie plus belle, plus merveilleuse? La demande. Voilà, donc sortir d'un paradigme de bien et de mal pour essayer d'être dans un paradigme de compréhension, un paradigme dans lequel on va être ouvert sur soi et sur l'autre. Et là-dessus, hem, c'est quelque chose, à mes yeux, d'encore plus large, parce que, par exemple, la culpabilité, ça va rentrer dans cette thématique. Lorsque, après s'être empiffré de la dernière part de tarte au chocolat, oui, je fais une obsession sur cette tarte au chocolat et voilà, heu, mais cette fois en tant que grand adulte qui s'est empiffré la dernière part de tarte au chocolat, se dire: «Oh là là, j'aurais pas dû», et dire à tous ces kilos que je vais me prendre: «Il va falloir que je fasse du sport, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça parce que j'ai mangé cette part de tarte au chocolat». Une culpabilité qu'on se met sur soi, bah, ça, c'est plutôt lié à la part de soi qui a envie de prendre soin de soi, de faire attention à ta vie, de te protéger en fait, cette part de sécurité. Donc tu peux déjà te relier à cette part de toi qui te dit que, ouais, ta sécurité, c'est quelque chose d'important. Mais après, ce qui peut être aussi super intéressant et très, très apaisant, c'est de te relier à la part de toi qui t'a poussé à faire l'action sur laquelle tu ressens de la culpabilité. Te dire: «Lorsque j'ai mangé la part de tarte au chocolat, qu'est-ce que je ressentais? Et pourquoi est-ce que j'ai agi?» Parce que déjà à l'époque, il y avait la petite voix qui me disait: «Pense aux kilos!» Mais en même temps, il y avait aussi la voix qui dit: «On s'en fout des kilos, mange cette part de tarte au chocolat». Ça peut être une hypothèse, c'est juste une hypothèse, il y en a des centaines d'autres, hein, mais bah, par exemple, la journée avait été dure. Je sais que la bouffe pour moi est un moyen de me sentir bien parce que lorsque je mange, bah, je pense plus à grand chose d'autre et surtout du sucre, ça me permet de décompresser. Et là, la journée était dure, donc j'avais vraiment besoin à ce moment-là de pouvoir me poser, de pouvoir décompresser un peu. Et cette part de tarte au chocolat, à ce moment-là, ça me semblait être la meilleure stratégie. Et maintenant que ce besoin de réconfort est passé, et bah, il y a le besoin de sécurité qui est le seul encore présent, qui est en mode: «Les kilos! Les kilos!» Et en fin de compte, bah, le théâtre mental dans lequel tu es, tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu mangeais la tarte. Bah, en fin de compte, t'as une partie de toi qui te torture comme quoi t'as osé manger la tarte, tu mangeais pas la tarte, t'as une partie de toi qui te torture comme quoi t'as pas mangé la tarte et que tu te sens mal. En fin de compte, t'étais un peu perdant des 2 côtés. Alors que si tu permets de réconcilier ces 2 parties, de faire que chacune d'entre elles comprenne, bah, pourquoi tu as agi, et que simplement tu parviennes à, ouais, à accepter qu'à ce moment-là, j'ai agi ainsi parce qu'il y avait tel besoin en moi. Et permettre à la culpabilité de se dissiper, c'est quelque chose qui peut faire toute la différence. Heu, voilà, donc on a parlé un peu tout à l'heure de l'amour conditionnel, donc c'est extrêmement lié à ce paradigme actuel, donc tu mériteras mon amour si ah! Si tu m'aimais vraiment, tu serais venu avec moi à ce moment-là. Vraiment? Je m'attendais à mieux de toi. Tu ne mérites même pas mon respect. Certains à qui j'ai fait du JDR reconnaîtront peut-être une pointe de Mithras. En attendant,
Le chemin de la CNV, le chemin de la bienveillance et de l'amour, à soi est un chemin ardu, un chemin dans lequel on nous a appris à nous éloigner. Une autre Mithras, une custo. Je l'avais réadaptée, une prince de Toulouse, prince de Toulouse, oui, qui avait aussi porté le nom de Mithras, mais c'est une autre histoire. On en reparlera un peu après à Edelas. Donc, c'est un chemin dont on peut s'écarter. Ça sert à rien de se culpabiliser vis-à-vis de ça à un moment. Oui, effectivement, je suis retourné dans le jugement. Euh, Peut-être parce qu'à ce moment-là, j'ai pas les ressources, j'ai pas les capacités à cet instant-là pour m'en sortir autrement que le jugement, que le ping-pong en mode défensif, l'aspect chacal avec son petit couteau prêt à se défendre face aux autres possibles imposteurs. Et bah ouais, c'était moi parce que à ce moment-là, j'avais pas d'autre solution. C'est ok. Mais à présent, je vois à quel point ça a été, quelles conséquences ça a eu sur moi, est-ce que j'ai envie que ça se reproduise ou pas, et je continue à avancer avec ces apprentissages supplémentaires. C'est pas forcément aisé de rester sur le chemin de la bienveillance, et parfois, bah, on peut, on dévie un peu, mais concrètement, je tiens à souligner que la CNV est super importante dans son aspect approche d'ensemble en fait, parce qu'effectivement, je peux, et ça sera l'objet de la séance 3, détailler le mécanisme afin de fluidifier la communication et de parvenir plus rapidement et plus efficacement à son objectif, donc la méthode OSBD, mais si elle est basée sur derrière plutôt des calculs manipulateurs en mode Mouahaha, comme ça j'arriverai à mes fins et l'autre se retrouvera grugé, bah ça fonctionnera pas bien longtemps et ça sera plutôt nuisible qu'autre chose. Alors que si on reste en lien avec l'objectif qui est de se relier à l'autre et à soi d'une manière particulière, ça peut être beaucoup plus payant. Euh, voilà, voilà. Que dire de plus? Bah effectivement, il y a certaines personnes qui, à travers cette approche, comme d'autres, accuseront les gens de manipulation, alors qu'il ne s'agit pas de développer des capacités pour contrôler la violence de l'autre, hein. Lorsque l'autre est en colère, tu vas pas utiliser tes pouvoirs de Jedi pour absorber sa colère et faire moi maintenant ce n'est plus de la colère, c'est du calme et de l'harmonie. Non, en fait, c'est de réussir à interpréter cette violence autrement que comme une agression. Ça va être de faire que lors des critiques de l'autre, lors de ses reproches, de ses colères ou d'autres violences communicationnelles, eh bien, j'interpréterai cela non pas comme une attaque envers moi, mais comme sa manière de crier qu'il a besoin de quelque chose. Par exemple, on reprend l'exemple de l'homme et de la femme, tu es insensible. Bah en fait, ce que j'exprime par là, c'est juste un besoin de connexion à toi en fait. Et la manière de le dire paye pas du tout. En CNV, l'autre reste toujours libre et son consentement est essentiel. L'idée n'est pas de manipuler l'autre et je préfère recevoir un refus qu'une acceptation qui soit forcée. Plutôt que de contraindre l'autre, je préfère qu'il me dise non. Si ça vient pas d'un élan de vie, d'un élan du cœur, ne le fais pas. Sérieusement. Si c'est sous la contrainte, ça n'a pas de sens. Si t'as envie de venir m'offrir un cadeau, mais que t'attends quelque chose en retour, je préfère que tu m'offres pas de cadeau. Si à l'inverse, bah concrètement, bah t'avais pas envie de m'offrir de cadeau, du coup t'as même pas offert de cadeau, ça me va très bien. Voilà, concrètement, ça c'est par exemple pour Noël, c'est toujours une tragédie pour moi parce qu'il y a cette obligation sociale de il faut que tu offres un cadeau à un tel, un tel, un tel, alors que c'est le il faut que offrir un cadeau à la personne parce que j'ai envie de lui faire plaisir, j'adore faire ça, mais par contre, lorsque c'est Noël, il faut que tu lui offres un cadeau, bah j'aime pas avoir le couteau sous la gorge, j'ai pas envie d'offrir. Voilà. Ça c'est une autre histoire, mais qui a pour moi pas mal d'importance, c'est les obligations et le fait de faire les choses par envie et non pas par contrainte. Et comme le disait le célèbre Marshall Rosenberg, dont je parle un peu depuis tout à l'heure, tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Et je rajouterais à cela, auquel la personne n'a pas trouvé de meilleure solution en fait. Euh, Avec ses compétences, avec ses connaissances, avec ses ressources à un moment donné, il n'a pas trouvé de meilleure stratégie que ce conflit. Et effectivement, c'est juste tragique. On pourrait être dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible.
Et en fin de compte, on se retrouve là-dedans. Et un point de convergence entre Elfie Gamer et la communication non violente de Marshall Rosenberg, c'est la capacité à écouter et à accueillir ce que vit l'autre. La capacité à avoir de l'écoute qui soit empathique. J'en parlerai plus dans les prochaines séances, mais l'idée, c'est d'apprendre à s'exprimer à écouter tout simplement. À écouter sans jugement, à écouter sans conseiller, sans surenchérir, sans dire ah mais moi il m'est arrivé une chose, ou alors de dire ah c'est terrible, ah t'as dû tellement souffrir, ou au contraire de dire non mais c'est rien, allez tu te remettras, il y en a d'autres des garçons, ça va, c'est pas la mort s'il a cassé avec toi, on s'en fout. C'est pas ça que juste avoir une écoute empathique. Et pour ça, si vous en avez envie de vous prêter à cet exercice un peu d'écoute empathique, même avant les prochaines séances où je développerai plus ces éléments, parce que là, pour l'instant, il est déjà 22h30 et voilà, l'écoute empathique, c'est un sujet à part entière. Je vous proposerai un petit exercice qui est de demander d'abord à un ami s'il est OK pour tenter cette expérience. C'est toujours important de vérifier la disponibilité de l'autre, parce que si la personne n'est pas disponible, bah, elle vous enverra bouler, mais c'est pas vis-à-vis de l'exercice en lui-même, c'est juste que la personne n'était pas disponible. Si par exemple elle a un contrôle le lendemain et qu'elle veut réviser, et que vous dites hey, j'ai une petite expérience à te proposer, ouais non dégage, j'ai autre chose à faire. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de disponibilité. Et l'exercice en question, c'est que pendant 4 minutes, vous pouvez mettre le timer, c'est préférable, je vais t'écouter avec toute mon attention, sans rien faire d'autre, sans parler, sans commenter, juste t'écouter. Après, en option, mais je vous le déconseille, enfin, voilà. Savoir, vous pouvez, une fois que c'est terminé, au bout des 4 minutes, vous pouvez reformuler en une ou deux phrases ce que vous en avez retenu. Par exemple, le sentiment de l'autre, les besoins qui sont insatisfaits chez lui, comment est-ce qu'il se sent. Et simplement reformuler pour montrer qu'il a été entendu. Pas de juger ou de dire oh mon pauvre ou non mais c'est pas grave, ça va aller. Simplement reformuler ce qui a été dit. Ça peut faire énormément de différence au bout des 4 minutes. Puis on inverse les rôles. Et dans cet exercice, il peut y avoir des silences, il peut y avoir des moments où tu sais pas quoi dire, mais c'est 4 minutes que tu as pour partager avec l'autre à cœur ouvert. Les silences font partie de cela. Ça se trouve, tu vas d'abord parler 1 minute sur le fait que tu as ressenti beaucoup de frustration par rapport au fait qu'un tel t'a ignoré hier, que ouais, effectivement, il y a de la colère parce que tu avais besoin d'attention et qu'en fin de compte, ça n'a pas été le cas, qu'en fin de compte, tu as un petit peu à réfléchir là-dessus, à ruminer, puis après il va y avoir un silence de 30 secondes, 1 minute, et puis après tu vas arriver sur quelque chose de peut-être plus profond ou pas du tout, hein. Ça se trouve, tu vas dire ah ça me fait penser d'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune, effectivement, bah j'avais un souci avec l'attention parce que je me retrouvais très souvent seul dans la cour de récré, ouais, enfin, ça m'a marqué à ce moment-là. Ou alors, tu vas passer sur un autre sujet, sur la tarte au chocolat que tu t'es empiffré hier et que tu as ressenti de la culpabilité pendant le reste de la soirée. Voilà, concrètement, c'est 4 minutes qui sont à toi, 4 minutes pour t'exprimer à cœur ouvert avec une expression authentique. C'est un exercice qui peut être intéressant globalement, en tout ça prend 10 minutes pour les deux personnes en tout, et ça peut permettre de creuser la relation à l'autre, de l'écouter et d'apprendre ce qui vit en lui en fait. Parce que si t'aimes bien une personne, bah, tu envie d'apprendre un petit peu à mieux la connaître et pas simplement voir la surface de cette personne. Voilà, voilà, donc là j'ai pas mal parlé, je vais à peu près clore le stream, il va y avoir une séance de blabla, d'échange pendant les quelques prochaines minutes, mais avant cela, je vais rappeler que si vous souhaitez partager ce stream, en parler avec d'autres, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez aussi être sur le stream, être interviewé ou être en groupe de parole, il y a le formulaire qui est à disposition dans la bio pour vous inscrire, donc voilà, tout est là, tout est présent. La semaine prochaine, comme je le disais, il y aura un focus de Elfie Gamer sur la thématique du jeu vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est si attractif? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est un mécanisme d'adaptation? Et en bref, des éléments de compréhension de la relation complexe que l'on peut avoir avec les jeux vidéo. Je poserai quelques bases là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on s'attache autant aux jeux vidéo? Pourquoi est-ce que parfois on continue à jouer aux jeux vidéo? On y prend plaisir. Et voilà, donc une fois que ça sera sur YouTube, et effectivement, je vous inviterai à ce moment-là, si vous le souhaitez, à mettre le pouce bleu et la cloche. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, peut-être au cours de la semaine.
En attendant, bah, j'espère que ça vous a plu et on va pouvoir passer, à l'aspect un petit peu plus discussion si vous le souhaitez. Je réponds aux questions, vous pouvez aussi, chatter entre vous et blablater, il y a pas de problème. Concrètement, je pense vers 45 ou 50, bah, voilà, si, tout a été dit, on s'arrêtera. Voilà dans l'idée. Donc, des questions, des éléments qui vous ont paru intéressants dans le stream. Je suis aussi, très fan de débrief, hein, si vous voulez me dire qu'il y a un truc qui vous a agacé, qui vous a ennuyé, que vous en pouvez plus du tout du fond d'écran, que l'aspect méditation, ça vous a profondément saoulé, c'est OK, hein, concrètement, j'entends les critiques, ça vient de vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en attendant, je bois. Alors, hop, voilà, comme ça, il y a juste le logo, il n'y a pas, de promotion sur Far Cry Primal. C'est peut-être compliqué, mais c'est possible d'avoir sur le Discord une sorte de trace écrite. Concrètement sur le Discord, effectivement, je pourrais mettre une, sorte de trace écrite. Donc là, j'ai commencé sur jeuxvideo.com à faire un petit résumé des séances, assez bref. Je pourrais mettre une trame un peu plus détaillée sur Discord avec les éléments de la séance, à retenir, les points essentiels. Oui, c'est faisable. Je créerai un salon textuel dédié à ça. Ah, plutôt en mode, une trace écrite, genre tel jour on fait tel sujet? Je t'avoue que pour l'instant, j'ai à peu près du visuel sur les 2 prochaines semaines, donc c'est à peu près tout et j'essaie de les mettre à jour. J'ai pas encore trouvé sur, Twitch comment on fait dans le programme pour avoir chaque semaine, une orga différente parce que je peux le répéter de semaine en semaine, mais ça met à chaque fois le même programme, donc je le modifie. Donc si c'est un résumé, je peux. Si c'est un programme, je peux te mettre éventuellement les 2 prochaines semaines, donc il y aura une semaine Elfie Gamer, puis une semaine CNV, avec l'hypothèse que j'ai personne entre-temps qui souhaite, venir en interview, parce que je ferai peut-être primer l'interview, sur un autre élément. Donc ça concrètement, ça passera en priorité et voilà donc résumé oui, programme oui, je peux faire les 2 et du coup, pour les informations, vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est dans la bio. Il y a le lien normalement qui doit fonctionner si vous le souhaitez et ça vous permettra bien, lorsqu'il y aura des partages, ou quoi que ce soit dessus, bien de suivre et pour l'instant, il en est encore à ses petits débuts, hein. Il y a un salon textuel, peut-être, 2 je crois, 4 personnes dessus. Il y a le général, la zone de heal et le général. Donc pour l'instant, il est encore tout bébé le salon Discord, mais il va grandir. Voilà et merci à tous pour votre attention. Ça fait un petit bout de temps que je parle et si vous êtes là alors que, bah, en fin de compte, mes 3 pages de programme ont quand même plutôt bien tenu, hein, quasiment 2 heures, donc c'était un plaisir, que de discuter avec vous. Donc, bonjour Inanka, commandeur route, que je n'avais pas vu, auparavant et bien, bienvenue à vous. Donc, je ne sais pas depuis quand tu es là Inanka, mais, heu, voilà, bienvenue à toi et si tu as des questions par rapport, à ce qui s'est dit avant ou pas, donc soit les vidéos, on demand, soit il y aura bientôt le truc YouTube, si tu as envie de rattraper un peu ce qui s'est dit avant. Si tu as des questions rapides, bah, concrètement, je peux faire un petit speech, mais voilà, pour l'instant, il y a environ 4 heures de contenu. Je pense que les autres me trucident si dans la partie commentaires, je commence à refaire mes 4 heures de contenu. Voilà. Donc, voilà, voilà. D'autres questions, d'autres éléments que vous souhaitez aborder, que vous avez envie d'échanger, des retours, des impressions, des sentiments, des attentes, des demandes, quoi que ce soit qui vous paraisse important à mentionner? Je vous laisse, moi il est 44, je vous laisse jusqu'à 46 et après s'il y a rien à ce moment-là, bien, j'interromprai le stream après vous avoir fait de gros bisous à tous et vous souhaiter eh bien de prendre soin de vous. Mais en attendant, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour, réfléchir un peu, bah, si vous avez, des éléments que vous souhaitez aborder. Et bah, mine de rien, j'entends Telf, le fait de structurer un petit peu plus.
J'essaierai normalement la semaine prochaine, ça devrait être beaucoup plus structuré, puisqu'il y aura une grosse trame. Oui, après, on va dire que là, pour l'instant, de semaine en semaine, je saurais pas trop quoi dire. Donc, par exemple, il y avait quelques petits supports là enfin, il y a la pyramide de Maslow. Mais concrètement, pour l'instant, enfin, j'aurais peut-être un de ces 4 investir sur des trucs pour dessiner, même si je dessine de manière dramatique, hein, les petites tablettes pour pouvoir dessiner à côté. Parce qu'effectivement, à la souris, je pense que dessiner, ça va être un peu compliqué, mais j'aime bien faire des petits schémas, en même temps que je parle, ouais, je pourrais en faire éventuellement. Je pense dans 1 ou 2 semaines, peut-être, j'essaierai de voir, pour ça, je verrai. Mais concrètement, bah, l'idée, des schémas, voilà, je verrai un petit peu si il y a quelques illustrations que j'aurai à vous fournir, notamment dans la séance 3. Que dire de plus? Si après, il y aura peut-être quelques petits dessins, quelques petits trucs, mais concrètement, pour l'instant, la plupart du temps, c'est plutôt des speech oraux et effectivement, je filerai la trame, sur, Discord afin de permettre d'avoir un peu plus de visuel. Partager un Scribio, pourquoi pas, mais faudra que je regarde un peu plus ce qu'est un Scribio, mais je connais pas. Donc c'est un truc sur lequel on pourrait être plusieurs à dessiner, c'est ça? Bah, par exemple, marquer un bloc information, un bloc dialogue, un bloc, question-réponse. Bah, j'essaie de faire, à plusieurs, moments, une petite pause histoire de vous permettre d'échanger, effectivement de m'arrêter un moment pour, en mode vous avez des questions, mais c'est des thématiques sur lesquelles concrètement là aujourd'hui si c'est dit c'était, si je remonte tac tac tac, d'abord un peu présentation du sujet du jour. Qu'est-ce que la CNV et son objectif, à savoir l'élan du cœur? Ensuite la méthode OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. En quoi est-ce que c'est important? La communication non violente, et du coup le comparatif avec, le paradigme actuel, donc celui avec une conversation violente, parfois et qui aide pas forcément à la richesse de la communication. La notion de reproduction de la violence, donc là c'était vraiment aujourd'hui un une comparaison, un peu une mise en parallèle des 2 paradigmes entre d'un côté la communication non violente qui se base sur un élan du cœur et de l'autre quelque chose qui est plus dans le conflit où c'est une relation de domination sur qui l'emporte. Donc oui, après l'inconvénient que j'ai pour l'instant, c'est que pour la question du Scribio ou du Pictionary, parce qu'en soi, je pourrais même le faire sur Paint, avec, avec les éléments, mais c'est que je dessine à la souris, donc à la souris, c'est un petit peu galère. Je pourrais essayer de m'entraîner ou ralentir un peu le rythme de la souris, je verrai. Après, je peux aussi le faire sur soit Paint, soit sur PowerPoint que j'aime bien parce que je fais des petits triangles, et cetera. Éventuellement, oui, pour la semaine prochaine, je mettrai un 2e petit carré sur l'écran avec un PowerPoint qui me servira peut-être un peu de support. Je sais pas si j'y mettrai des choses, mais voilà, j'aurai un moment pour faire ces présentations. Je vais me le noter d'ailleurs pour la séance prochaine. Mettre en place le PPT avec le stream et partager la trame plus résumé de séance. Voilà, voilà. C'est une issue, on peut faire de très belles choses avec un mulot sur Paint. Ouais, à voir. Ok, ok. Bon, bah si personne n'a beaucoup plus de questions par rapport au stream, à part sur les aspects un peu méthodo, parce que je sais que ma manière de m'exprimer est quelque peu pas erratique, mais effectivement j'ai tendance à volter à droite à gauche, à dire ah tiens ça me fait penser à ça, et en fin de compte de revenir au point A après être passé au point E et au point B. Effectivement je vais à droite à gauche, j'ai mon fil directeur, en fait mon fil d'Ariane. Je vais me promener à droite à gauche, ensuite je revois mon fil directeur et j'y retourne. Donc j'essaierai, si c'est vraiment trop perturbant, de limiter un peu les digressions, et de plus structurer, mais concrètement,
Si je fais 1 heure et demie de discussion et qu'ensuite j'ouvre les questions, ça sera pas top. Donc là, j'ai essayé un peu plus d'interaction avec le chat aujourd'hui que la semaine dernière. À voir, ce qui a été aimé, ce qui n'a pas été aimé pour faire encore mieux la fois prochaine. Sur ce, bah, je vous remercie, de votre attention. J'espère que vous avez passé une soirée, agréable dans laquelle, bien, vous avez peut-être appris 2-3 choses et en tout cas que ça vous a donné envie, de voir, bien, le stream de la semaine prochaine et de la semaine d'après. Allez, à très bientôt. Poum poum poum.